13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, merci de vous joindre à nous le 12-13, vous le savez comme tous les jours. Eh bien tout simplement c'est le grand déballage, l'émission où l'on prend le temps de décrypter et d'analyser, c'est l'actualité, les faits de société. Alors, un rendez-vous évidemment aujourd'hui que je vous propose au menu durant 1 heure jusqu'à 13h. C'est l'ancien candidat à la présidentielle et une personnalité, vous savez, qui est partisane d'une sortie de la France de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le Frexit, qui fait face aujourd'hui à une fronde interne de plusieurs cadres. On va en parler avec lui d'ailleurs, on va tenter aussi de mieux comprendre. Alors lui-même, il s'appelle François Asselineau, je ne le présente même plus, c'est le patron de l'UPR, vous le connaissez puisque c'est un habitué de la radio Beurre FM. Et puis François Asselineau, pour m'accompagner durant cette interview, Manu est en direct aussi sur le plateau. Bonjour Manu. Oui, bonjour Adil. Bonjour. Et on va accueillir également notre invité, le président de l'UPR, François Asselineau. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour. Bonjour et merci à Beurre FM de m'inviter. Eh bien, écoutez, merci à vous surtout d'avoir accepté notre invitation et merci également. Oui, en exclusivité, je précise, Adil. Oui. Oui. Alors, pour commencer, on va parler effectivement de cet article du 21 avril dans le Figaro, qui a révélé une tentative de putsch de la part d'une poignée de cadres de l'UPR sur fond d'allégations de harcèlement. Qu'est-ce qui vous est reproché exactement et quelles sont les conséquences pour le mouvement que vous avez fondé en 2007? Alors d'abord, merci de me recevoir. Excusez-moi d'avoir été obligé de reporter de 48 heures à cause d'un décès familial, ce qui permet d'ailleurs au passage de voir un petit peu ce que c'est que la vie, l'importance de la vie. J'en profite d'ailleurs pour transmettre mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Un parti politique, vous savez, c'est souvent sujet à des tiraillements internes, à des crises. Dans aucun parti politique se passe sans qu'il y ait de temps en temps des crises de prise de pouvoir. Enfin, il n'y a que ça, regardez les autres partis politiques. Nous, on a déjà eu quelques crises auparavant. Là, il se passe quoi? Il se passe que depuis un certain nombre de mois, pour ne pas dire d'années, j'ai vu quelques personnes qui, après notamment le résultat de l'élection présidentielle ou des législatives, ont considéré qu'ils auraient fait mieux que moi et que ci et que ça, et donc on a vu s'accumuler des griefs. Je ne dis pas que tout est parfait à l'UPR, bien entendu. Mais enfin, on a vu s'accumuler des griefs, y compris sur des sujets qui étaient les plus incontestables, des malmotivations, des motifs de réussite. Voilà. Je rappelle que nous avons maintenant une chaîne UPR TV qui est la chaîne la plus consultée de tous les partis politiques français, que nous avons des consultations sur notre site internet qui sont considérables, que nous avons progressé aux élections, même si effectivement ça n'est pas dans la mesure de à la hauteur de vos espérances. Et il faut dire aussi que nous souffrons d'un blacklisting sur la plupart des grands médias du pays. Pas sur Beurre FM en tous les cas. En attendant, aux dernières élections municipales, où on s'est présenté dans 22 villes, nous avons quand même dépassé 10% dans 2 villes, ce qui n'a été souligné par absolument aucun média. Et nous avons dépassé 2% dans 7 villes, ce qui montre que nous sommes sur une progression. Alors, il y a, depuis quelque temps, une volonté d'un certain nombre de cadres de dire, moi, j'aimerais bien être à la place. Voilà. Alors, on a vu se multiplier des campagnes, et au cours des dernières semaines, notamment, on m'a attaqué sur la prise de position que j'avais prise sur l'hydroxychloroquine, certains. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ultérieurement, alors que la prise de position que j'avais prise était, me semble-t-il, tout à fait pondérée, nuancée et justifiée. Et puis, on a vu effectivement une attaque venant d'un certain nombre de membres du Bureau national. Le Bureau national, c'est quoi? Ce sont des gens qui étaient sur la liste que j'avais présentée au dernier congrès, et qui n'ont pas d'assises. Ils ont été élus avec vous sur votre proposition. Ils ont été élus avec moi sur ma proposition. Donc ce n'est en aucun cas un parlement. Ce n'est en aucun cas des gens qui ont le pouvoir de me démettre. C'est comme si vous aviez des ministres du gouvernement actuel qui demandaient la démission du président de la République. Bon, ça serait complètement incongru. Donc, d'ailleurs, la meilleure preuve qu'ils n'en ont pas le pouvoir, c'est qu'il ne se passe rien, justement.
Alors, ils ont lancé toute une série d'attaques. Alors, il ne se passe rien, mais simplement, ils vont ces membres du bureau qui, on va dire les sécessionnistes, vous ont envoyé une convocation, selon leurs termes, pour vous expliquer par rapport aux choses par rapport aux faits présumés qu'ils vous reprochent. Cette convocation est tombée au moment où vous avez appris un décès dans votre famille, et du coup, cette convocation a été reportée, selon eux, à aujourd'hui, au 30. Alors, est-ce que vous répondrez à cette convocation? Mais ils n'ont pas de pouvoir de convocation. Non, mais c'est une question. Je veux dire. C'est des choses d'une extrême violence. Ce sont des choses d'une extrême violence. Ils ont lancé une lettre en me sommant de démissionner, en soulignant quelques points. En disant que votre démission était inéluctable compte tenu des faits qui vous alléguaient. Alors que personne ne m'avait entendu. Prétendu harcèlement, je signale qu'il n'y a aucun dépôt de plainte au pénal, il n'y a aucun dépôt de plainte, et il n'y a même pas de recours prud'homal. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. François, de quoi parle-t-on ? Pardonnez-moi, vous dites, vous l'avez dit, hein, vous parlez d'accusation de harcèlement. Vous dénoncez quoi précisément ? J'entends pas bien. Adil Farkan, vous demandez ce que vous dénoncez précisément. Mais moi, ce que je dis, c'est que on a affaire à une tentative de putsch. Là, on a affaire à des gens qui utilisent. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo où je montrais que les conjurés, si l'on peut dire, ont fait, je ne sais plus, je crois que j'avais listé 9 ou 10 griefs. C'était illégal, contraire au statut, etc. Donc, en fait, ils sont dans la totale illégalité ou irrégularité. J'ajoute que j'ai des témoignages, y compris des signataires qui m'ont téléphoné, pour me dire à quel point ils sont horriblement gênés, puisque, en fait, c'est une poignée à l'intérieur de cette poignée, et il y en a certains qui ont reçu des appels téléphoniques, il s'était passé des choses très très graves, il fallait signer, donc ils se sont laissés impressionner. Oui, il y avait des gens de l'UPR, comme Zaman Ziwan, par exemple, qui était votre colistière aux élections européennes, qui ont signé d'abord la première salve sécessionniste, mais qui n'en sont plus signataires aujourd'hui. Écoutez, à vrai dire, tout ceci, je trouve que c'est misérable. C'est misérable, ce sont des méthodes fascistes. C'est des méthodes dignes de la Stasi. Ce sont des méthodes absolument inqualifiables, d'une extraordinaire violence. Heureusement que l'écrasante majorité des adhérents m'ont envoyé des messages de soutien, parce que les gens ne sont quand même pas dupes. Qui prodet, comme on dit en latin. À qui profite le crime? Qui est-ce qui a intérêt en ce moment... Est-ce qu'on peut parler d'un complot, François Asselineau ? Qui est-ce qui, en ce moment... J'ai pas utilisé le mot complot, j'ai dit qui est-ce qui, en ce moment, a intérêt à démolir l'UPR, alors que nos analyses sont de plus en plus présentes et de plus en plus attractives sur la scène politique. En tout cas, ce que je voudrais dire, que les choses soient très très claires, c'est que je vais porter plainte pour diffamation publique. Vous devancez une de mes questions, François. Je vais porter plainte pour diffamation publique pour toute personne qui me calomnie. Et pour les faits qui ont été énumérés auparavant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dépôt de plainte, c'est pas une procédure qui se fait comme aller déposer plainte au commissariat de police. Ça se fait en quelques minutes. Non. Dépôt de plainte, ça nécessite une technique précise par l'intermédiaire du procureur de la République. En ce moment, les juridictions sont au ralenti, ne prennent pas ça jusqu'au déconfinement. Mais à l'issue du déconfinement, je porterai plainte contre les personnes qui se sont lancées à des diffamations publiques à mon encontre sur ces affaires. Et je voudrais ici faire appel à l'ensemble des gens qui me connaissent depuis des années, pour leur dire ne tombez pas dans le piège. Ce qui est évidemment on voit sur les réseaux sociaux de l'UPR que la base vous est totalement fidèle. Évidemment, parce que les gens ne sont pas bêtes, vous savez. Alors, il y a je connais plusieurs personnes qui connaissent bien la politique et qui m'ont dit finalement c'est assez rassurant parce que ça prouve que vous entrez dans la cour des grands. Pardonnez-moi la comparaison, mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, c'est ça? Et ça prouve, écoutez, il n'y a pas d'homme politique qui, lorsqu'il prend de la notoriété, ne fasse l'objet d'attaques. Sauf que là, les attaques, il y en aura d'autres sans doute, j'imagine. Là, j'ai même vu, vous avez vu, il y a
une de vos consoeurs. Oui, alors une de vos consoeurs, Sophia Aram. Oui, parce que vous parliez effectivement de méthodes fascistes. Ça me fait penser effectivement à une question sur l'extrême droite, parce que effectivement sur Twitter, l'humoriste Sophia Aram a écrit, je cite, le fan club de Trump, entre parenthèses, Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, pourrait tester les injections d'eau de javel dans les poumons, point d'interrogation, hashtag le sens du sacrifice. Alors par ailleurs, parce que ça, effectivement, sur les réseaux sociaux de Beurre FM, il y a une auditrice qui écrivait en réaction à l'annonce de votre invitation, vous invitez Asselineau, je cite, pourquoi pas Marine Le Pen. Alors en tant que journaliste, comme vous le savez, j'ai couvert pour la télévision beaucoup d'événements et de rassemblements de l'UPR, et j'ai au contraire constaté que les adhérents et les sympathisants de votre mouvement étaient d'une très grande diversité sociale, ethnique, culturelle, et en tous les cas certainement pas un public d'extrême droite. Alors est-ce qu'aujourd'hui, quand on défend le Frexit et quand on est souverainiste, est-ce que dans l'esprit des gens, on se retrouve forcément catalogué à l'extrême droite? Écoutez, il y a plusieurs années, quand le père était encore très petit, j'avais rencontré un responsable politique de premier plan qui m'avait dit, pour l'instant, votre discours est inaudible, mais si jamais il devient audible, vous en prendrez plein la gueule. Voilà, quelle était son expression. Voilà. Et là, effectivement, je me permets d'insister, parce que tout le monde ne l'a peut-être pas vu, il y a quand même une humoriste sur France Inter qui a fait un message Twitter qui n'est pas exactement un appel au meurtre, mais on n'en est pas si loin. Oui, un appel au suicide, oui. Un appel au suicide, qu'il faudrait que je m'injecte de l'eau de javel dans les poumons. Vous vous rendez compte, en me traitant de fan club de Trump? Et soit dit en passant, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, vous n'êtes pas très copain avec Trump. Moi, Trump, excusez-moi, mais au cours des derniers mois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait que la France se désolidarise et ne participe pas à l'exercice militaire Europe Defender 2020, et que la France retire ses troupes d'une base de l'OTAN qui se situe en Estonie, c'est-à-dire le contraire de ce que veut Trump. Et j'ai dit également que la France devait se désolidariser des exercices militaires américains dans la Caraïbe qui menacent directement le pouvoir de Maduro. Bon, là-dedans, qui est-ce qui est le soutien de Trump? C'est François Asselineau ou c'est Macron? C'est Macron. Donc c'est Macron qui fait partie du fan club de Trump. Et même pour en parler du Covid-19, puisque en fait Sophia Aram réagissait à un propos de Trump que sans doute c'est un individu un peu fantasque, qui dit des choses parfois avec lesquelles je ne suis pas en désaccord. Parfois il y en a qui sont complètement fantasques. Bon, c'est pas quelqu'un, moi je ne suis pas un fan club, j'essaie de voir la vérité. Donc Trump avait dit qu'il fallait peut-être faire de l'injection de désinfectants dans les poumons. Elle a rebondi là-dessus. Mais ce que j'ai signalé, c'est que qui nous a annoncé le 27 mars dernier une initiative avec Trump sur le Covid-19? Très grande annonce, oui. Voilà, très grande annonce. C'est Macron. On attend toujours. Donc ce que je veux dire, c'est que je vois qu'il y a une convergence d'attaques actuellement sur ma personne. Ça prouve que je gêne. Bien, on a dit ce qu'il y avait à dire sur l'UPR. Adil. Vous convoquez un congrès prochainement? Face à une situation comme ça, moi, ce que je veux surtout, c'est évidemment sauver le mouvement, parce qu'il y en a, vous savez à quoi ça me fait penser. Ça fait penser au jugement de Salomon, vous savez, entre deux femmes qui se disputent le bébé, quoi. Voilà. Et puis il y a Salomon qui dit, je vais couper le bébé en deux. Et bon, la fausse mère dit d'accord. Et puis la vraie mère dit non, il faut, je préfère donner parce qu'elle veut sauver son bébé. Moi, ce que je veux, c'est d'abord sauver l'UPR. Donc sauver l'UPR, je me suis dit, face à une affaire comme ça, il faut trancher. Et il faut trancher comment? On est le parti pour la souveraineté. Donc oui, souveraineté. D'ailleurs, les sécessionnistes de l'UPR, les cadres qui ont fait cette tentative de putsch, d'ailleurs, disent mais non, mais quel congrès? Voilà. Il n'y a pas besoin de congrès. Voilà. D'ailleurs, le président n'a pas à convoquer le congrès. Voilà. C'est-à-dire qu'il nie l'évidence, il nie les statuts. Je signale qu'il représente 0,1% de nos adhérents. Or, ce sont les adhérents qui élisent le président. Ce ne sont pas 0,1% de personnes qui ont été élues parce que je les avais mentionnés, mis sur ma liste. Donc j'ai convoqué un congrès, comme j'en ai tout à fait le pouvoir. Je vois qu'il y en a encore qui trouvent moyen de protester et qui trouvent que je n'ai pas à consulter les adhérents, qui trouvent que ça devrait encore être reporté de plusieurs mois. Non, il faut trancher ça maintenant au plus vite. Je pense que c'est la sagesse. Mais vous savez... Et le congrès doit se tenir quand précisément? Eh bien, le plus tôt possible selon les statuts. De toute façon, il devait se tenir cette année. On a un congrès qui doit se tenir... Oui, vous l'avez simplement avancé d'ailleurs. Oui. Mais même pas avancé. Vous savez, on a le dernier congrès s'était tenu il y a 2 ans et 7 mois. Je me rappelle qu'entre le 2e et le 3e congrès, il y avait eu 2 ans et 5 mois. À d'autres moments, ça a dépassé 3 ans parce que c'est par année calendaire. Ça donne une certaine souplesse, c'est assez pratique. Et donc, j'ai décidé de le faire. Donc, j'ai proposé le 6 juin. Donc là, on est
conformément au statut, on consulte les délégués départementaux et les délégués régionaux et les membres du Conseil national. Et puis, c'est une simple consultation. Au vu de cette consultation, je déciderai, parce que c'est un avis simplement consultatif. Et donc, j'entends organiser ce congrès au plus vite, probablement le 6 juin, avec un vote des adhérents qui se tiendra avec évidemment contrôle d'huissier, qui se tiendra comme on l'avait fait lors des congrès antérieurs, qui se tiendra par Internet, au cours des jours précédents. Et donc je vais présenter une liste et je dis aux autres que les gens qui veulent présenter une liste la présentent contre moi. Et puis on verra que ce sont aux adhérents de décider. Très bien. Alors, il est 12h15 précisément, oui. Le président de l'Union populaire républicaine de l'UPR, donc François Asselineau, notre invité. On va marquer, si vous voulez bien, une page pub et on se retrouve tout de suite après. Merci de rester avec nous. Le grand déballage revient dans une poignée de minutes. Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan. Le grand déballage jusqu'à 13h précisément. Avec nous donc l'invité exceptionnel qui vient donc d'abord réagir à la fois sur ce qui s'est passé en interne concernant donc l'UPR, son parti politique, et puis mais également aussi on va évidemment parler des différents sujets, des confinements et puis les différentes réactions concernant les différentes annonces qui se sont présentées il y a quelques jours évidemment. François Asselineau, Manu est avec nous. On va parler, vous savez, de la réouverture des commerces, de cette fameuse annonce. Monsieur François Asselineau, la réouverture des commerces le 11 mai, le port du masque obligatoire dans les transports, la circulation sans attestation à partir du 11 mai, sauf évidemment déplacement à plus de 100 km depuis son domicile. Vous, comment vous avez réagi face à cette annonce du Premier ministre ? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je pense la situation, elle est objectivement compliquée. Pas seulement en France, elle est compliquée dans tous les pays du monde parce que nous avons affaire à une pandémie d'un type nouveau avec un virus dont on ne connaît pas les réactions, avec la crainte éventuellement qu'il y ait une deuxième vague comme ça avait été le cas au moment de la grippe espagnole en 1918-1919. Donc il faut comprendre, je pense, moi j'essaie toujours de discerner la vérité, il faut comprendre le dilemme du gouvernement avec d'une part, d'un côté, il y a deux forces très puissantes qui poussent à un déconfinement. D'une part, le ras-le-bol d'un certain nombre de Français qui sont confinés, c'est-à-dire finalement reclus à domicile depuis maintenant des semaines. Alors, quand les gens ont la chance d'être à la campagne, d'avoir un jardin, ça se passe assez facilement. Mais lorsque les gens sont petitement logés, par exemple en banlieue parisienne, c'est extrêmement difficile. Donc, il y a un ras-le-bol de la population qui se manifeste. Et puis, il y a la deuxième chose qui pousse à un déconfinement, c'est évidemment les questions économiques, parce que vous savez que les gens qui sont salariés, qui sont au chômage partiel, il y a plus de 9 millions de personnes, ça coûte près de 1 milliard d'euros à l'État chaque jour. Donc ce sont des sommes considérables. Et puis vous avez des indépendants, vous avez des commerçants, vous avez les gens qui tiennent des bars, des brasseries, etc. Les artisans qui, eux, risquent de ne rien gagner. Donc on risque d'avoir des flambées de faillite. Ça, ce sont les éléments qui poussent au déconfinement. Et puis il y a les éléments qui poussent au contraire à rester confiné, c'est que l'épidémie peut reprendre. Elle peut d'autant plus reprendre si nous n'avons pas les moyens de lutter contre. C'est-à-dire si l'on n'a pas de masque, si l'on n'a pas de gants, si l'on n'a pas de tests, si l'on n'a pas de vaccin, si l'on n'a pas, en gros, ce dont les autres se sont pourvus. Alors les vaccins, il n'y en a encore personne, mais je sais qu'il y a des projets actuellement en cours, notamment en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Alors, ce que je dirais là-dedans, c'est qu'il y a quand même un fautif numéro 1 dans toute cette affaire. C'est d'abord et avant tout Emmanuel Macron. Parce que Macron, c'est vraiment le roi du en même temps. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il en est pour les auditeurs. Moi, je n'y comprends plus rien. Il dit, il faut pas, les masques, ça ne sert à rien, mais il faut des masques pour tout le monde. Il faut des masques pour tout le monde, mais on les donnera seulement au personnel soignant. Il faut avoir des respirateurs, mais on va en faire construire. Il faut faire du confinement régional, mais on va pas faire du confinement régional. Il faut avoir, comment dirais-je, il appelle à la solidarité européenne, il donne des leçons de solidarité européenne, mais au même moment, la France a interdit l'exportation de certains médicaments, dont d'ailleurs l'hydroxychloroquine, qui est interdite, alors que paraît-il, ça ne marche pas. À quoi bon la conserver si on l'utilise pas nous-mêmes? Voilà. Alors, si vous voulez, Macron, on n'y comprend plus rien.
La seule chose que l'on peut comprendre, c'est qu'il fait des crises d'autoritarisme et qu'il a décidé de sortir d'un chapeau la date du 11 mai en prenant de court, semble-t-il, tous ses ministres. Donc on est, c'est pas. Est-ce que c'est pas une situation inédite, François Asselineau? Oui, c'est la raison pour laquelle peut-être que écoutez, c'est pas sérieux. A quelques difficultés à avoir une grille de lecture, une visibilité à moyen terme, à court terme, je dirais même. Ben, écoutez, de toute façon, ce qui n'était pas raisonnable, c'est depuis le début. Depuis le début d'avoir considéré que les Asiatiques, tous les peuples d'Extrême-Orient se mettant des masques était ridicule. Depuis le début, Madame Buzyn qui avait annoncé qu'il n'y aurait pas de pandémie. Madame Sibeth Ndiaye, la porte-parole, qui avait dit que c'était très dangereux de mettre des masques parce qu'on risquait etc. Tout ça pour couvrir quoi ? Pour couvrir en fait l'état de délabrement du système hospitalier français. Là, vous parlez de la pénurie de masques. Voilà, mais même des lits de réanimation. Donc il y a eu un déni d'emblée qui a été fait pour essayer de couvrir ça. Sachant que M. Macron n'est pas dans la même position que son gouvernement. Parce que M. Macron, il dispose par la Constitution d'une immunité totale. Donc il peut dire tout et n'importe quoi, il ne peut pas être poursuivi. Alors que le Premier ministre et les ministres, eux, ils peuvent être poursuivis, et d'ailleurs, ils vont l'être. Ils le sont d'ailleurs déjà. Et donc, vous savez que le sentiment que donne monsieur Édouard Philippe, j'ai vu sa conférence de presse il y a quelques jours, qui était extrêmement longue, on voit qu'il essaie de bien faire, on voit surtout qu'il essaie de poser des jalons pour, lorsqu'il y aura un procès, et montrer qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait. On est dans cette situation. Mais lorsque Macron annonce le 11 mai, sans en parler à ses ministres, c'est complètement déraisonnable. D'ailleurs, ils ont fait du rétropédalage ensuite. Il y a le 11 mai, il y a le 2 juin, il y a le 23 juillet. Et puis on nous annonce que si le 11 mai, si le 7 ou 8 mai, c'est pas bon, ça sera reporté. En gros, Macron a mis ses ministres dans une situation impossible. Et c'est d'ailleurs. Alors je vous pose la question, François Asselineau. Est-ce que Édouard Philippe a été précis ? Ben, écoutez, moi je pense qu'Édouard Philippe, je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots parce que il doit se faire des cheveux blancs, mais Édouard Philippe en ce moment, il est dans une situation qui est impossible à gérer. On fait état, la presse fait état. On peut parler de fusible en parlant d'Édouard Philippe. La presse fait état d'un conflit entre Matignon et l'Élysée. Ça ne m'étonne pas. D'abord, c'est une situation éminemment conflictuelle, parce que Macron n'a pas le rôle... Démenti aussitôt par l'Élysée, oui. Voilà, Macron n'a pas le rôle d'un président de la République. Vous imaginez Charles de Gaulle qui serait intervenu tous les jours, pour expliquer un jour qu'il faut faire un confinement régional, le lendemain, non, que ça sera par département, le surlendemain, que ce sont les écoles, etc. Mais il y a des prises de position qui sont, à mon avis, très, très déraisonnables. Oui, Emmanuel Macron, on a laissé la tâche au niveau des annonces maintenant à Édouard Philippe. Oui, mais il se retrouve ensuite confronté à la réalité des problèmes. L'ouverture des écoles. Vous savez qu'il y a... Je crois que c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui d'ailleurs contre la réouverture des écoles, contre l'avis du comité scientifique. Contre l'avis du comité scientifique, contre ce qui se passe en Italie. Et Olivier Véran a signalé qu'il y a une quinzaine d'enfants qui développent en ce moment une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki, et qui a été découverte il y a un certain nombre d'années par un professeur japonais qui s'appelait Monsieur Kawasaki. Et qui serait une mutation du Covid. Et qui pourrait avoir en tout cas une relation. Donc ça n'est pas déraisonnable. Ça n'est pas raisonnable comment dirais-je, d'ouvrir les écoles aussi rapidement. Et j'ai vu même que Madame Muriel Pénicaud, si j'ai bien compris, elle envisage de retirer le bénéfice du chômage partiel aux parents qui refuseraient d'envoyer leurs enfants à l'école si l'école rouvre. C'est-à-dire que je croyais que c'était facultatif. Macron a dit que c'était facultatif, mais c'est un facultatif obligatoire. Donc toute cette cacophonie, cette incohérence, en fait, ça montre qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, et depuis longtemps, puisque l'affaire, par exemple, des masques, il va falloir va partir à la recherche de cette histoire. J'ai soulevé un lièvre, mais qui n'a pas été beaucoup repris, que personne n'a repris. C'est que pourquoi est-ce que Xavier Bertrand, est-ce que Marisol Touraine nous ont annoncé qu'en 2016-2017, il y avait encore plus de 700 millions de masques? Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas encore la certitude, c'est qu'il y a eu des nouvelles directives, des nouvelles normes venues de l'Union européenne, et notamment du Parlement européen, qui ont demandé que les produits, ces EPI, je crois, c'est-à-dire de protection individuelle, des produits de protection individuelle, donc des masques, soient normalisés au niveau européen avec le logo CE,
pour faciliter toujours la même histoire, la libre circulation du marché unique, et que ceux qui ne répondaient pas à ces nouvelles normes en 2017 ne pouvaient plus être mis sur le marché. Donc moi je pense, personne n'en a beaucoup parlé, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles on s'est complètement défait du stock de masques en France, comme d'ailleurs ça a été le cas en Belgique, c'est justement sur l'effet de ces contraintes européennes. J'espère d'ailleurs qu'on va reparler des contraintes européennes, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les questions de l'euro et sur les questions économiques. Juste avant, François Asselineau, comment vous qualifiez cette gestion de crise, justement, même si on l'aura compris en un mot? Un désastre. Oui, vous êtes catégorique là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que le gouvernement a, des initiatives positives du gouvernement selon vous? Si vous voulez, à partir du mois de mars, je pense que Édouard Philippe et Olivier Véran, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais il y a eu tellement de mensonges sur le fait, par exemple, vous savez, les frontières, il fallait pas fermer les frontières, et puis maintenant il faut fermer les frontières, mais on les ferme pas néanmoins. Sur l'affaire des masques, c'était commandé, puis c'était pas commandé. Vous savez qu'il y a un avocat qui s'appelle Maître Divisio, qui agit pour le compte d'un certain nombre de médecins, qui a demandé, en vertu de la communication des documents administratifs, qui a demandé qu'on sache savoir quand avaient été commandés les masques. Voilà, Monsieur Le Drian a annoncé que les masques finiraient d'être livrés à la fin juin. On est dans le flou le plus total. Donc j'ai l'impression que maintenant le gouvernement effectivement a pris les choses en main, mais depuis environ 3 semaines, 1 mois, mais c'est quand même beaucoup trop tard. Et puis il suffit de comparer avec ce qui se passe dans certains pays alentours. Il faut noter d'ailleurs qu'au sein de l'Union européenne, ce sont les pays qui sont les plus victimes des contraintes budgétaires, l'Espagne, l'Italie, la France, qui ont affiché le plus de décès. Alors c'est pas uniquement vrai. La Grèce s'était refermée très vite, parce que force est de constater aussi que ceux qui ont fermé les frontières le plus rapidement possible, quand même ont été moins... une courbe qui s'est aplatie plus vite. Oui, ont été moins frappés. Il y a une polémique aussi au niveau des statistiques, parce que la seule statistique viable, en fait, c'est le nombre de morts par rapport à la population, parce que d'autres disent nombre de morts par rapport au nombre de cas positifs, mais les cas positifs, on ne peut le savoir que si on a testé tout le monde. Bien sûr. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que par exemple en Allemagne, il y a beaucoup plus de lits de réanimation qu'en France. Et en France, il s'est passé des scènes cruelles sur lesquelles, d'ailleurs, les Français reviendront forcément une fois que l'épidémie sera passée. C'est qu'il y a quand même des personnes de plus de 70 ou de plus de 75 ans qui n'ont pas été soignés et qui en fait n'ont eu que des soins palliatifs jusqu'au décès parce qu'en fait il n'y avait plus assez de moyens. Oui, et faute de respirateurs, d'ailleurs il y a eu 10 000, le gouvernement a annoncé l'arrivée de 10 000 respirateurs, mais on a appris après coup que sur ces 10 000 respirateurs, il y en avait 8 500 qui étaient quasi inutilisables pour faire pour les patients atteints du Covid. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Alors, je ne connaissais pas cette statistique, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de ménage à faire. Et puis surtout, au-delà de tout ça, ce que nous apprend cette épidémie, cette pandémie, c'est que c'est vraiment, je pense, un choc historique, économique, social, mais presque civilisationnel et culturel. Parce que ça veut dire que d'un seul coup, les gens se rendent compte que dans la vie, il n'y a pas que le profit maximal. Il n'y a pas que la privatisation généralisée. Il n'y a pas que le fait d'aller faire tout fabriquer à l'autre bout du monde. Quand on pense que les stocks de masques ont été détruits en France, les gens ont dit oui, mais de toute façon, on pourra s'en procurer chez Il aurait fallu les garder par précaution, selon vous ? Écoutez, moi, j'ai été, au moment de la présidentielle, j'ai été le seul candidat qui avait insisté sur quelque chose que doit avoir en tête un chef d'État, c'est-à-dire les principes fondamentaux d'autosuffisance dans les matières stratégiques. Un chef d'État ne doit pas penser à la prochaine élection, ne doit pas penser à plaire à tel ou tel propriétaire de grands médias pour se faire élire. Il doit penser à la prochaine génération. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et c'est notamment prévoir ce qu'il peut y avoir de pire. Or, je l'avais dit pendant la présidentielle. Qui nous assure que demain, il n'y aura jamais une révolution en Chine ou bien un blocage du détroit de Malacca ou du détroit de la Sonde par lequel transitent les porte-conteneurs qui nous livrent tous les matériels qui sont fabriqués en Chine ou en Asie du Sud-Est. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il devrait y avoir un principe fondamental qui est le principe d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que la France puisse produire pour sa propre population ce dont elle a besoin pour manger. Ce qui est la moindre des choses quand on s'appelle la France et que l'on a l'une des terres les plus productives du monde. Autosuffisance vestimentaire.
Actuellement, il y a tellement de vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète, y compris, je crois d'ailleurs, des uniformes de la police ou de l'armée, ça n'est pas raisonnable. Autosuffisance sanitaire et médicale. Il doit y avoir en France la capacité d'avoir ses propres médicaments. Et puis autosuffisance militaire, c'est-à-dire que la France doit pouvoir produire par elle-même un certain nombre de matériel militaire sans dépendre d'autrui. Quand je disais ça, ça tombait en général dans un silence de cathédrale, un silence pesant, et personne ne répondait. Maintenant, je vois que ce sont les plus hautes autorités de l'État qui disent les premiers. Il faut rapatrier en France les médicaments. On est allé supplier, je crois, l'Inde de nous passer des génériques. Ça n'est pas raisonnable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle maintenant on en est à interdire l'exportation de certains médicaments. D'autres sujets, François Asselineau, qu'on doit absolument aborder avec vous avant de marquer une page pub. Vous avez fait référence tout à l'heure à l'Asie et plus précisément à la Chine. Que faut-il penser, vous savez, de ce sentiment anti-chinois aujourd'hui qui règne dans notre pays ? Alors, vous savez que personnellement... Parce que vous connaissez la Chine. Oui, je connais assez bien la Chine. J'y suis allé de nombreuses fois. Je suis toujours un peu embarrassé parce que j'ai horreur des boucs émissaires. Voilà. Ça, c'est quelque chose... notre mouvement est un mouvement qui refuse tout racisme, toute xénophobie. Je l'ai suffisamment montré. Et donc, je vois qu'il y a actuellement une espèce, comme diraient les Américains, de China bashing, qui suscite des réactions que je ne peux pas approuver. Pour autant, je ne vais pas non plus dire que nous savons tout ce qui s'est passé en Chine. Il y a ce mystère sur notamment le laboratoire P4 de Wuhan, où vous savez d'ailleurs que la France a mis de l'argent. Ouais, c'est un partenariat avec la France. Un partenariat. Oui. Le Premier ministre de l'époque, en 2017, M. Cazeneuve, était allé inaugurer une partie de ce laboratoire où l'on travaille sur justement des virus. C'est quand même assez incroyable. Et moi, j'aimerais savoir, je crois que les Français versent 1 million d'euros par an au titre de cette coopération médicale. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que la France, qui était quand même par le biais de sa prise de participation dans ce laboratoire, dans la ville épicentre de Wuhan, n'ait pas été la première à avoir le maximum d'informations. Oui, est-ce que voilà. cela dit, ce laboratoire... Alors, pardonnez-moi, Manu et François Asselineau, je suis contraint de lancer la pub, il est 12h35 précisément, sinon on va se lancer toute seule. Donc on marque une page pub et on se retrouve tout de suite après et on viendra et on vous reposera la question, François Asselineau. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan. Dernière ligne droite, ici même, le 12-13, dernière ligne droite avec François Asselineau, le président de l'UPR, et pour m'accompagner, donc, Manuel Mariani. On était donc, on vous posait la question, de vous interrompre, donc, et de retrouver la page pub, François Asselineau, concernant le laboratoire à Wuhan, en Asie, donc en Chine précisément, le P4. Et vous apprêtiez à nous répondre. Alors, est-ce que un peu, j'ai envie de vous poser la question de façon claire, François Asselineau, est-ce que un peu comme Donald Trump, vous dites que la Chine est responsable avec son laboratoire et ce coronavirus? Alors, moi, je ne dis pas ça parce que j'aime bien parler de ce que je sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En revanche, ce que je sais, c'est que les Français, les contribuables versent 1 million d'euros chaque année dans le cadre d'une coopération scientifique et médicale avec la Chine, justement dans ce laboratoire P4. Et donc, j'estime que les Français devraient savoir ce qui s'y passe. Ça, c'est la première chose. De façon plus générale, d'ailleurs, je dirais qu'il devrait y avoir une réflexion au niveau mondial sur ce qui se passe dans un certain nombre de laboratoires P3 et P4 où l'on fait des recherches sur des virus d'une très haute dangerosité. Parce que je me suis un petit peu renseigné. Oui, je me permets de vous interrompre 2 secondes. D'ailleurs, ce laboratoire à Wuhan, dans lequel la France a investi de l'argent et continue d'investir de l'argent, il est mitoyen d'un autre laboratoire, mais beaucoup moins sécuritaire. Et les Chinois ont conservé une passerelle entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que selon vous, c'est un problème ? Je pense, encore une fois, c'est pas un problème pour la Chine, mais c'est un problème de façon plus générale, parce que des laboratoires comme ça, il y en a ailleurs, il y en a aux États-Unis. Je sais qu'il y avait des autorités morales, médicales, scientifiques, qui, depuis un certain nombre d'années, tirent la sonnette d'alarme
en disant ça n'est pas raisonnable de faire des travaux sur des virus à très haute dangerosité, avec éventuellement des manipulations génétiques. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé là, hein. Je n'en sais rien. Je dis que l'expérience humaine fait qu'il n'y a jamais de protection de quelque chose à 100%. Voilà. Et qu'il n'est pas impossible. D'ailleurs, c'est non seulement Trump, mais Macron lui-même a dit on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Il n'est pas impossible que d'une façon, peut-être, je n'en sais rien. Actuellement, la version officielle, c'est que c'est apparu sur un marché humide, mais il n'est pas impossible que peut-être ce soit un virus qui se soit échappé par mégarde. Il devrait y avoir donc une réflexion au niveau mondial sur le bien fondé de ces recherches de très haute dangerosité dans une éventuelle guerre bactériologique. Et puis je voudrais élargir aussi le débat à un autre point, une structure dont on parle finalement très peu en France, alors que ça fait débat aux États-Unis, c'est la question de l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'il faut reconnaître à Macron et au gouvernement français qu'ils ont pu, tout à l'heure je disais que la gestion avait été un désastre, mais ils ont pu se retrancher assez facilement derrière les déclarations ahurissantes de l'Organisation mondiale de la santé qui, pendant des semaines, au mois de janvier notamment, ont systématiquement contredit Taïwan, qui avait dès le 30 décembre ou 31 décembre 2019 attiré l'attention sur l'extrême dangerosité de ce virus, etc. Et l'OMS a soutenu les prises de position, d'une part, de la Chine et d'autre part, les prises de position notamment, par exemple, de l'Union européenne. Quand vous pensez que l'Organisation mondiale de la santé a déconseillé le port du masque, les pays asiatiques étaient ahuris. Lorsque l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il fallait pas fermer les frontières, alors que si Taïwan a été très peu touché, c'est parce que justement, ils ont fermé les frontières très rapidement, comme d'ailleurs la Mongolie. Dès le tout début du mois de janvier. Dès le tout début. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut en revenir là-dedans au financement. Nous, on a fait un communiqué. Nous, on a soulevé le problème du financement de l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'est financée par des intérêts privés. La fondation Bill et Melinda Gates elle-même, ou bien par un fonds verse 24% des finances à l'OMS. La Commission européenne verse 3 ou 4% des financements à l'OMS. Quand vous avez de tels financiers, vous n'êtes pas libre de tenir les propos qui conviennent, y compris d'ailleurs, on voit aussi dans d'autres cas, c'est sur l'affaire des médicaments. Je trouve quand même assez caractéristique le fait que vous avez sur ce produit Remdesivir, qui est le produit phare du laboratoire Gilead Sciences, dans lequel je crois savoir que Donald Rumsfeld d'ailleurs a des parts. Vous avez une étude en Chine qui dit que ce Remdesivir, comme les antirétroviraux, en fait, n'a aucun effet, et même au contraire, il a fallu arrêter en urgence. Ça, je crois que c'était le test qui a été plus ou moins mené en Europe. Il avait fallu arrêter en urgence des traitements parce que il y avait des effets secondaires terrifiants. Et puis il était à un prix exorbitant. Voilà, un prix exorbitant. Et puis voilà qu'aux États-Unis, on nous apprend qu'au contraire, le Remdesivir aurait un effet intéressant dans 30% des malades. Ça raccourcirait la durée, pas au niveau de la guérison, mais la durée des délais serait réduite dans 30% des cas. Ça veut dire que, comme par hasard, aux États-Unis, pays qui est le pays de Gilead Sciences, les résultats sont meilleurs qu'en Chine ou qu'en Europe. Donc il y a, ce qu'il faut bien comprendre, enfin tout le monde le comprend, c'est qu'il y a des histoires de gros sous derrière ça, mais des sommes fabuleuses qui sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Organisation mondiale de la santé devrait échapper aux intérêts marchands, ne dépendre que des intérêts des nations. Voilà. Manuel, on a encore d'autres sujets à traiter et il nous reste quelques minutes, il est 12h47. Alors Manuel, on est un peu pressé par le temps, des élections municipales. Oui, alors, François Asselineau, les élections municipales, est-ce qu'il fallait, selon vous, maintenir le premier tour des municipales, puisqu'on est allé voter et dès le lendemain, on nous expliquait qu'il fallait être confiné, qu'il fallait pas sortir de chez soi. Et d'ailleurs, il y a eu de nombreux assesseurs de bureaux et de nombreux présidents de bureaux en France qui se sont retrouvés frappés par le coronavirus, le Covid-19. Alors, donc une question multiple, on va dire. Selon vous, est-ce qu'il fallait faire ce premier tour des élections municipales? Deuxièmement, maintenant que ce premier tour est passé, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut refaire complètement ces élections municipales, maintenir le résultat pour ceux qui ont été élus au premier tour et rejouer les deux tours, ou simplement faire le deuxième tour peut-être plusieurs mois après? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, d'abord, c'est une situation sans précédent.
Deuxièmement, celui qui, au bout du compte, tranchera dans toute cette affaire, je pense que c'est le Conseil constitutionnel. Alors, l'expérience que j'ai du Conseil constitutionnel, c'est qu'en général, il est souvent assez enclin à servir les intérêts du gouvernement. Ce que je pense, c'est que effectivement, compte tenu des évolutions à l'époque, il aurait sans doute fallu ne pas tenir le premier tour, puisque le deuxième tour arrivait, on savait qu'on allait vers le confinement. J'imagine que Emmanuel Macron et Édouard Philippe le savaient. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a cherché là en maintenant ce premier tour? Mais c'est le en même temps. Je crois savoir que M. Macron était favorable à la suppression, mais que c'est le président du Sénat et le président du Conseil constitutionnel qui auraient dit non, on maintient. Enfin bon. Bref, on a le sentiment que Macron ne sait pas prendre des décisions. D'ailleurs, il ne dit pas « j'ai décidé ». C'est toujours à l'imparfait, au subjonctif, au futur. Il faudrait, il y a qu'à, j'envisagerais, je demande. Non, un chef d'État, il dit « j'ai décidé ». À mon avis, il devait reporter les élections. Il ne l'a pas fait. On se retrouve maintenant dans une situation baroque, puisque sur les 35 000 communes, il y en a plus de 30 000 où le maire a été élu dès le premier tour, notamment dans tous les petits villages. Alors, effectivement, il y a les tenants qui disent eux, ils sont élus et bien élus, sauf que les conseils municipaux ne se sont pas réunis, donc ils n'ont pas été élus. Le premier conseil municipal est chargé de les élire. Donc, il y a une première théorie qui dit ceux-là, on va considérer qu'ils sont élus, et puis ceux qui étaient au deuxième tour, soit on fait un deuxième tour, mais ça je pense que ça serait vraiment inconstitutionnel, soit on recommence à partir du premier tour. Donc moi ce que je pense là-dedans, écoutez franchement j'en sais rien, c'est vrai que si on a des élections 6 mois après, on a l'impression que ça n'est pas la même période. Peut-être la sagesse du point de vue de la loi serait de tout annuler et de refaire toutes les élections pour les 35 000 communes. Du point de vue du côté pratique des choses, il faudra peut-être s'en tenir seulement aux communes qui n'ont pas qui n'ont pas élu dès le premier tour une équipe. Un candidat. Adil, on peut peut-être parler un petit peu du rôle de l'Union européenne dans la pandémie? Absolument, oui, absolument. Le rôle de l'Union européenne, effectivement, même si François Asselineau s'est quand même étalé longuement durant cette interview, mais en gros, l'Union européenne, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'elle a joué son rôle suffisamment pour endiguer justement cette crise sanitaire, cette pandémie? Bon, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, même si vous aurez l'image plus tard puisque c'est filmé, vous avez fait sourire François Asselineau en parlant du rôle de l'Union européenne. Un sourire triste et un sourire jaune, si j'ose dire. Qu'est-ce que je peux vous dire il y a l'Union européenne, la solidarité européenne s'est fracassée à cette occasion. Je sais qu'il y a des européistes qui disent oui, mais vous exagérez parce que la santé ne fait pas partie des prérogatives européennes. Excusez-moi, il y a au contraire des décisions qui remontent à 1999 puis 2003 pour coordonner l'action en matière de santé au niveau de l'Union européenne. En fait, ça a été le chacun pour soi. Tous les pays se sont refermés sur leurs frontières, ont interdit l'exportation de matériel médical, et la France y compris, quand par ailleurs ils n'ont pas au passage piqué, comme l'a fait la France, du matériel qui transitait sur le territoire. Donc en réalité, on mesure ce qui est une vérité historique, séculaire, multimillénaire. Lorsqu'il y a un drame national, on ne peut compter que sur l'État-nation. On ne peut pas faire reporter sur les uns ou les autres. Alors ce que je voudrais dire, c'est que compte tenu du désastre, l'Union européenne essaie d'expliquer qu'il va y avoir une solidarité financière. Mais ça, c'est vraiment se moquer du monde. Parce que l'Europe, elle n'a pas d'argent en elle-même. L'Europe, elle a deux sources. Oui, ils nous rendent l'argent qu'on leur a donné. Oui. Soit on leur donne de l'argent qu'elle restitue ensuite selon des clés de répartition différentes. Donc ça, c'est nous qui donnons de l'argent et l'Union européenne, la Commission, reverse ça à d'autres États. Soit elle emprunte sur des marchés, par exemple le mécanisme européen de stabilité, pour permettre à des pays de s'endetter à moindre coût. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, s'il y avait une vraie solidarité européenne, ça voudrait dire qu'il y aurait une mutualisation des dettes, et ça voudrait dire, j'essaie d'être très clair pour les auditeurs, qu'au bout du compte, eh bien des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas acceptent de verser 100, 150, 200 milliards d'euros à l'Italie ou à l'Espagne par solidarité européenne. Voilà. Eh bien ça, comme le disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ça n'a pas lieu. Donc, les promesses mirobolantes de financement ne règlent rien. Et au contraire, l'euro est plus que jamais menacé d'explosion. Mais est-ce que François Asselineau, la crise du Covid-19, la crise sanitaire du coronavirus, est-ce qu'elle peut accoucher d'un fonds souverain européen ?
Non, mais ça, on retombe sur ce que je disais à l'instant, c'est ce qu'on appelle les Corona Bonds dans le jargon, c'est-à-dire que il a été envisagé d'avoir des fonds où il y aurait une solidarité européenne. Mais Madame Merkel, et c'est pas seulement Madame Merkel, c'est l'ensemble de l'établissement allemand, des élites allemandes, et au-delà d'eux, c'est l'ensemble du peuple allemand, et pas seulement des Allemands, des Néerlandais, et d'un certain nombre de peuples scandinaves, qui ne veulent pas s'engager dans une procédure qui ferait qu'ils seraient redevables jusqu'à la fin des temps des dettes contractées par les pays du sud de l'Union européenne. Ils ne le veulent pas, ils ne le voudront jamais. Manuel, Oui. la gestion au Maghreb, justement. Oui, justement, question. après l'Union européenne, parce qu'effectivement, ça intéresse grandement nos auditeurs, évidemment. La gestion du Covid-19 dans les pays du Maghreb, on en parle assez peu. Pourtant, bon, il y a eu des initiatives, il y a aussi des résultats, notamment au Maroc, où on administre l'hydroxychloroquine sans que ça génère des milliers de morts dus à des effets secondaires de ce médicament. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ces pays, notamment l'Algérie et le Maroc, puisqu'on a moins de communication, on a moins d'infos de la Tunisie, de l'évolution en Tunisie, mais Algérie, Maroc, beaucoup de choses positives. Alors moi, je ne suis pas un expert, mais de ce que j'ai cru lire, en effet, j'ai l'impression que là, l'épidémie y est beaucoup moins virulente, de même que pour l'instant en Afrique. Alors peut-être est-ce dû aussi au fait qu'il y a beaucoup moins d'échanges. Oui, le confinement est assez strict en plus. Voilà, il y a beaucoup moins d'échanges. Les échanges à l'intérieur des pays sont beaucoup moins nombreux. Donc ça, c'est un premier phénomène. Ce que je pense en effet, c'est que le Maroc a pris des décisions rapides qui ont été de bon sens, me semble-t-il. Et alors on tombe sur ce fameux débat sur l'hydroxychloroquine. Moi, on m'a reproché j'ai pas pris parti pour le professeur Raoult, je n'ai pas pris parti contre. Je me suis documenté. Et moi, j'ai fait une longue étude. Je suis d'ailleurs surpris qu'aucun média, bien entendu, ne l'ait repris alors qu'on a fait un communiqué de presse. J'ai fait un dossier très complet où je suis allé me renseigner sur ce qui existait. J'ai découvert qu'en avril 2004, en août 2004, puis en août 2005, il y a 3 études successives de plus en plus précises qui ont été faites par 19 scientifiques de niveau mondial dans 4 institutions parmi les plus prestigieuses du monde, le CDC de l'Atlanta, l'Université de Louvain en Belgique, l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis et l'Institut de recherche médicale de Montréal, et qui avaient montré de façon scientifique et prouvée que l'hydroxychloroquine avait un effet antiviral sur le premier SRAS, le premier virus, à condition que ce soit pris avant ou pendant les premières heures. Comme le dit le professeur Raoult, de façon préventive et non pas de façon curative. Voilà, donc le professeur Raoult, finalement, ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité. En fait, il a repris, comme l'étude chinoise, ils ont repris des travaux existants. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi on n'a pas envisagé d'administrer au personnel soignant à titre préventif, par exemple, du plaquenil, comme pour les personnes qui partent en zone impaludée. Merci François Asselineau. Merci à vous. Merci à vous, François Asselineau, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Manuel Mariani, aussi, également. Merci, Adil. D'avoir été à mes côtés dans le grand déballage. À très bientôt, évidemment. On ne manquera pas de vous tenir au courant de ce fameux congrès qui se tient, François Asselineau, bientôt, prochainement. Merci à vous. Merci à nos auditeurs. À demain, avec autant de plaisir. Retrouvez le grand déballage tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.